Bonjour à tous et bienvenue dans ce Swiss Bliss. Nous sommes le 29 juillet 2022. On est en train de terminer une semaine qui aura été principalement sous les auspices, les bons auspices de la Fed. La Fed qui nous a fait ses annonces pas plus tard que mercredi soir. Donc on est monté de 75 basis points. Ok, ça on savait, j'en ai parlé largement dans la vidéo d'hier, mais il est clair que c'était la grande nouvelle du moment, puisque à partir de là, on est plutôt confiant sur le fait qu'il n'y aura pas de récession, que l'inflation est maîtrisée et que tout va relativement bien. Ce qui fait que finalement, on a une plutôt bonne semaine qui avait relativement mal commencé finalement, puisque quand on pense que lundi, il y avait ce fameux profit warning de Walmart qui montrait vraiment que le consommateur commençait à être en difficulté, que l'inflation commençait à se faire sentir un petit peu partout et surtout dans le commerce de détail. Tout ça fait que le risque était quand même bien présent et qu'on avait très très peur. Ensuite, on avait une grosse semaine de résultats dans les sociétés américaines, mais aussi sur le marché suisse. Et on avait très peur de ce qui pouvait se passer, mais visiblement, on est parti un petit peu dans la théorie du moins pire au niveau des résultats. Mais surtout, ce qu'il faudra retenir cette semaine, c'est que la Fed a rassuré. Alors, on ne sait pas si la Fed a vraiment raison, si la Fed sait vraiment ce qu'elle fait. En tout cas, pour l'instant, à l'heure où je vous parle, on a l'impression que les gens ont confiance en ce qu'a dit M. Powell. Reste à voir s'il aura raison sur le moyen long terme. Ça, c'est une autre question à laquelle on aura loisir de répondre ces prochains temps. Je rappelle pour mémoire quand même qu'il y a quelques semaines en arrière, lorsque la Fed a fait ses annonces, au début, on a trouvé ça génial et le lendemain, on s'est pris une déculottée assez magistrale. Donc, affaire à suivre ces prochains temps au niveau de la Fed. Mais toujours est-il que c'est plutôt encourageant pour les marchés. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Est-ce que c'est du court terme ou est-ce que ça va vraiment durer? On peut se poser des questions. Alors moi, je me pose beaucoup de questions ces derniers temps. Vous l'avez certainement ressenti dans les autres vidéos. Je suis très inquiet parce qu'il y a beaucoup de choses qui rappellent le passé et pas forcément un passé qu'on a envie de revivre. Tout d'abord, la première chose qu'il faudra retenir sur le fait de ce qu'on se souvient du passé, c'est la dette, la crise de la dette. Alors, on dit aujourd'hui, la Fed gère tout ça, il n'y a pas de problème, ça on est OK. Mais par contre, on a toute la problématique de la dette italienne qui est en train de nous péter la figure. La démission du gouvernement Draghi n'a pas rassuré pour autant la BCE et tout le reste. Bref, on est en souci par rapport à ça. La dernière fois qu'on a eu des gros soucis comme ça au niveau de la dette, c'était la dette d'un autre pays du sud de l'Europe qui s'appelle la Grèce. Et pendant une année et demie, on s'en est pris plein la gueule, excusez-moi du terme. On s'est fait balader dans tous les sens. La plupart des banques étaient au bord du gouffre, on ne savait plus quoi faire et on a vécu une période extrêmement difficile. Et il se trouve aujourd'hui, si je me reprends un petit peu par rapport à la pub d'une boisson gazeuse qui existait il y a quelques années en arrière, qui existe toujours, mais la pub n'existe plus, eh bien ça ressemble à la dette grecque, ça a l'odeur de la dette grecque, ça a le goût de la dette grecque, mais c'est la dette italienne, et ça pourrait être un problème. Mais pour l'instant, on est plutôt rassuré sur le fait que finalement la Fed s'en sort bien et maîtrise l'économie américaine. Tout va bien de ce côté-là. Le gouvernement Biden est en train même de revoir la définition même de la récession, puisque si on regarde les derniers chiffres du GDP, eh bien on est plus ou moins en récession technique, mais ils sont en train de nous dire que c'est pas comme ça qu'il faut calculer, c'est autrement. Donc pas de souci, les États-Unis ne sont pas en récession, et s'ils sont en récession, eh bien on va changer la recette de la récession pour prouver qu'ils n'y sont pas. Donc c'est plutôt rassurant de ce côté-là. Enfin, je ne sais pas si c'est rassurant, mais en tout cas, c'est un petit peu cacher la merde au chat. Bref, on verra plus tard. Il y a une autre chose qui nous rappelle aussi un tout petit peu le passé, eh bien, c'est tout simplement la problématique de l'immobilier. Alors, l'immobilier pas en Suisse, l'immobilier pas en France, l'immobilier pas en Europe pour l'instant, mais l'immobilier aux États-Unis. Les taux sont en train de monter, les taux hypothécaires sont en train de monter, les prix de l'immobilier aux États-Unis sont au plus bas depuis 2 ans, les ventes sont au plus bas, les matériaux de construction sont au plus bas. Il y a quand même une crainte de ce côté-là parce que les gens ont peur d'acheter aujourd'hui dans l'environnement dans lequel ils sont, même si la Fed nous rassure au niveau de la non-récession de l'économie. Donc ça, c'est plutôt encourageant, évidemment, mais ça nous rappelle quand même un tout petit peu une période où le marché immobilier s'est effondré en 2008. La crise des subprimes. C'est pas la même situation, mais si le marché immobilier commence à se vautrer aux États-Unis, on va aussi avoir un problème. Et puis après,
Il y a la dernière chose qui me dérange personnellement, alors je suis hyper content finalement que ces marchés repartent et qu'on se sente soulagé, parce que la Fed nous offre son soutien. Je fais encore une dernière parenthèse, mais enfin la Fed se sont quand même gourés l'année passée. Je ne vois pas pourquoi ils auraient raison cette année, c'est une autre histoire, mais peu importe. Mais si on regarde un petit peu ce qui se passe dans les marchés, ce qui est assez rigolo, c'est que finalement vous avez encore beaucoup de gens qui sont en mode easy money, qui sont en mode on gagne du fric facilement, donc il n'y a qu'à attendre et un jour ça finira par rebondir. Le marché n'a pas encore été chercher ces gens-là pour leur dire « Hey gars, c'est fini, ça marche pas comme ça, maintenant tu sors du marché ». On n'a pas encore eu cette capitulation finale, je l'avais déjà montré dans d'autres émissions, ce cycle de l'investisseur, on n'a pas été jusqu'à la capitulation. Et moi, c'est ce qui me dérange, c'est ce qui me fait peur. Et quand je regarde le reste de l'économie, quand j'écoute les discours des managements qui sont quand même extrêmement prudents, j'ai quand même plus tendance à vouloir croire un manager de société qui est réellement dans le business plutôt qu'un banquier central qui est dans sa tour d'ivoire et qui se base sur des chiffres économiques qui, pour la plupart, sont plus ou moins manipulés. Voilà tout ce monologue pour vous dire que la semaine aurait été relativement bonne sur les marchés, mais il y a quand même 2-3 raisons de s'inquiéter, et plus que 2-3 en fait. Néanmoins, si on doit regarder les chiffres trimestriels, parce qu'il y a eu aussi beaucoup de chiffres trimestriels cette semaine, alors il y a eu à boire et à manger, mais l'un dans l'autre, on a quand même l'impression que c'est pas si mal que ça. Alors on va tout de suite commencer par regarder les performances des indices, puis ensuite on va regarder techniquement ce que ça représente, et après on va attaquer individuellement les quelques boîtes qui ont publié leurs résultats, parce qu'il y a quand même pas mal de choses à dire. Alors si je prends la performance des assets, alors vous voyez un gros renversement de tendance intra-week sur la semaine sur les indices américains, puisque finalement on s'en sort plutôt pas mal sur une semaine. Toujours un petit peu de peine sur le Bitcoin, bien qu'il se soit bien repris pour l'instant, et toujours un petit peu de peine sur les indices en général en Europe, mais c'est vrai que pour l'instant les États-Unis nous sauvent la mise, et on a même 2-3 bonnes nouvelles du côté du CAC 40. Il faut quand même retenir sur le cas du DAX, qui est un peu en difficulté, c'est qu'on a quand même cette crise du gaz aussi qui nous pèse un petit peu sur le dos, et les Allemands sont dans une sale situation si ça venait à empirer, puisque je rappelle quand même cette semaine que Monsieur Poutine a annoncé que sur l'histoire du pipeline Nord Stream 1, eh bien, il allait quand même fermer un peu le robinet et qu'on se retrouvait avec encore moins de production gazière à destination de l'Europe pour cet hiver. Alors je vous conseille immédiatement d'acheter des polaires et des habits en conséquence. Si on regarde les performances du SMI sur la semaine, alors vous voyez qu'il y a à boire et à manger là aussi. Donc l'UBS est en tête des losers pour une fois, c'est pas coutume. Et de l'autre côté, c'est Holcim. Vous verrez que tout ça est lié aux performances des résultats, bien sûr. On a également Nestlé qui a publié hier avec des chiffres plutôt corrects. Mais enfin bon, c'est un petit peu devenu le veau de la côte. C'est plus très spectaculaire. Quand on regarde aujourd'hui par rapport à la publication des chiffres qui sont déjà sortis, le gros est dehors, donc il n'y a plus grosse surprise à attendre qui pourrait faire basculer l'indice, surtout que Nestlé, Novartis, Roche et les deux bancaires sont sortis. Même si certaines bancaires ne valent plus autant qu'elles eussent valu une époque, eh bien, on est plutôt tranquille. Et puis au niveau du luxe chez Richemont, ça va toujours plutôt pas mal. Donc il n'y a pas de grosse inquiétude à avoir pour l'instant au niveau uniquement des publications. Bien sûr qu'après, on va continuer à regarder les autres indices. En 12 secondes, le SLI, c'est également l'UBS qui remporte la palme avec moins 7,83 sur la semaine pour l'instant. Et puis Julius Baer dans l'autre sens. Alors on va y revenir au niveau des résultats, mais c'est assez paradoxal parce que finalement, vous verrez que c'est simplement une question d'interprétation des chiffres qui font que ça bouge dans une direction ou dans l'autre. Notre bon vieil SMI que l'on voit sur le graphique à l'instant. Alors grosso modo, que faut-il retenir du SMI? Eh bien pour l'instant, on est en train, chers amis, de construire une tendance haussière sur le SMI. Et c'est plutôt pas mal, compte tenu de certaines corrections qui sont en cours. On est toujours en train de se battre, vous le voyez, avec cette moyenne mobile des 50 jours qui est un peu notre juge de paix. On aimerait bien la voir repartir un petit peu à la hausse dans ce sens-là, cette moyenne mobile, mais pour l'instant c'est difficile. Alors comme vous le voyez, eh bien, on est effectivement dans une zone de support. On doit vraiment tenir cette zone-là. Si on venait à casser cet endroit ici sur le bas du support, là,
eh bien, ça serait quand même à nouveau inquiétant, puisque ça veut dire qu'on repartirait dans cette direction. Par rapport à ce qui se passe aux États-Unis, on devrait être plutôt safe. Mais voilà, donc à suivre attentivement sur la Suisse. N'oublions pas non plus que cette zone-là, donc la zone des 11 000 et des poussières, correspond plus ou moins à une zone de support, ne serait-ce que psychologique. On aime bien les chiffres ronds, et on voit qu'on avait rebondi là-dessus, et que c'est là-dessus aussi qu'on avait accéléré dans cette période-là. À la baisse. Donc à surveiller, si on arrive à casser à la hausse, c'est une bonne nouvelle. Mais pour l'instant, j'ai envie de dire que dans le contexte actuel, à moins qu'il y ait un changement drastique de tendance, c'est plutôt une grosse résistance qui s'offre au SMI à très court terme. On doit vraiment clôturer bien plus haut que les 11 100 pour commencer à se sortir de cette gonfle. Le SLI, alors lui, il est toujours dessous cette zone des 50 jours, cette moyenne mobile des 50 jours. On doit repasser en dessus pour se soulager. On a un petit peu d'ennui au niveau des stochastiques. Pour l'instant, c'est pas vraiment l'euphorie, et c'est plutôt de nouveau là aussi, hein, on est de nouveau dans cette zone de résistance qu'on retrouve clairement à ce point extrême qu'on avait fait en mars 2022, où on voit que ça crée quelque part une zone psychologique qu'on n'arrive pas à franchir. Donc voilà, il faudra surveiller ça. Pour l'instant, il n'y a pas grand-chose d'autre à dire, mais c'est en tout cas dans cette direction-là qu'on va devoir tester les prochaines semaines. J'ai envie de dire, un peu à la manière des météorologues, hein, c'est vite vu, c'est soit ça va là, tac, ou alors soit ça va là. Donc c'est simple. La probabilité qu'on fasse rien, elle est relativement faible pour l'instant, étant donné tout ce qui se passe dans les marchés. Donc choisissez votre camp, camarade. En gros, la bonne solution pour jouer ces tendances, eh bien, sortez votre pièce de monnaie, vous la lancez pile. Eh bien, si c'est pile, vous achetez. Si c'est face, vous vendez. C'est à peu près là où on se retrouve en ce moment sur le SLI. On attaque tout de suite avec les chiffres du trimestre. Alors, à tout seigneur, tout honneur, eh bien, le Crédit Suisse a publié ses résultats cette semaine. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe, c'est pas une énorme surprise, hein. Tout le monde s'attendait à des chiffres de merde, excusez-moi du terme, il n'y a pas d'autre. J'ai cherché dans le dictionnaire des synonymes pour arriver avec un autre mot, mais je vois pas autre chose. Les résultats sont pourris, c'était prévu, mais ils sont plus pourris que pourris, puisqu'en fait ils ont annoncé 6 fois pire que ce que les analystes attendaient. Donc le titre rebondissait sur l'annonce des résultats cette semaine, parce que de toute façon, au point où on en est, il y a un moment donné, vous arrivez à un endroit où vous ne pouvez pas aller plus bas, parce que ce sera bientôt plus que la valeur des immeubles. Donc du coup, très mauvais chiffre du Crédit Suisse. Et puis alors, le CEO s'en va. Thomas Gottstein prend ses affaires et se casse. On n'a pas parlé en tous les cas de son package. On ne sait pas ce qu'il a touché. Par contre, alors, derrière, ils ont engagé le nouveau CEO du Crédit Suisse qui s'appelle Uli the Knife. Monsieur Ulrich Körner, qui est le nouveau CEO du Crédit Suisse, est donc appelé à trancher dans le vif, à faire le nettoyage à l'intérieur de la banque, et ça risque de faire très très mal. Il va falloir se restructurer. Ce qu'ils ont plus ou moins publié ces derniers temps, c'était relativement encourageant par cette volonté de vouloir se restructurer, ce qui est plutôt pas mal. Mais en même temps, il y a quand même un petit côté derrière où on a un tout petit peu de peine à les croire, vu que de toute façon, depuis ces derniers temps, c'est pas la première fois qu'ils nous annoncent qu'ils vont se restructurer, et puis c'est pas la première fois qu'ils nous annoncent une autre daube derrière de l'autre côté. Alors cette fois, c'est clairement l'investment banking qui va en prendre plein la tête, hein, donc les banques d'affaires, ça va leur coûter un maximum, ils vont trancher dans le vif. Et je suis pas loin de penser que dans quelques temps, ils vont commencer à nous dire oui, on va revenir sur un business model un peu plus centré sur le wealth management, parce que quand même, c'est vachement mieux, le wealth management. Enfin, c'est pas évident, parce que quand on regarde les chiffres de l'UBS qui, eux, ont quand même réussi à sortir un bénéfice quelque part, eh bien, le wealth management, ça a l'air de ralentir un petit peu. Et ils ont aussi peur, l'UBS, donc, d'aller dans une direction, finalement, où ça sera un peu plus compliqué et que les clients vont hésiter un petit peu plus par la suite. Donc, crainte de ralentissement, discours un peu négatif au niveau de la suite des événements. C'est pas une surprise, on l'a vu ces derniers temps, hein, les CEO ont tendance à être quand même très très prudents pour le semestre à venir en tous les cas. Et donc l'UBS a fait plus ou moins la même chose que les autres. Le marché n'a pas aimé du tout. Elle s'est fait déglinguer sur la publication des résultats et sur les discours du CEO et du CFO. Par contre, de l'autre côté, le Crédit Suisse s'en sortait un peu moins. Mais bon, quand on prend la performance nette brute et relative ces derniers mois et années, eh bien, il n'y a pas photo de toute façon. Et néanmoins, voilà, on voit très bien dans la réaction des marchés que, eh bien, un chiffre peut faire monter ou baisser, mais c'est pas tant le chiffre, c'est plutôt l'interprétation de la suite, lapsus révélateur. Aujourd'hui, on part du principe que le Crédit Suisse, au point où ils en sont, ils peuvent pas vraiment faire pire.
alors que l'UBS, au point où ils en sont, eux, ils peuvent faire pire et ils peuvent vivre un ralentissement. Et puis si vous avez un discours un peu négatif du CEO, eh bien c'est délicat. En revanche, eh bien sur le Crédit Suisse, il ne peut pas y avoir de discours négatif puisque le gars, il s'en va. Donc c'est pas le monsieur le couteau qui va reprendre le job à sa place, qui va faire des choses et des commentaires positifs. Aussi, on notera les résultats, puisqu'on est dans le secteur bancaire, de Julius Baer, puisque les résultats étaient là aussi un petit peu mitigés. Les commentaires de la presse étaient relativement déçus ou décevants. Il y a eu pas mal de downgrade sur le titre. Mais néanmoins, là aussi, le titre remonte sur la phase des résultats. Donc de nouveau, c'est pas tant les résultats eux-mêmes qui comptent. On l'a vu aux États-Unis. Hein. Si c'est moins pire, c'est bien. Pour autant que le team de management soit constructif et positif sur l'avenir. Alors, vous le voyez, le Crédit Suisse, avec son énorme support à 0, eh bien, pour l'instant, on a marqué le pas. Hein. Vous voyez le trait jaune que je vous avais gardé, là, ce que j'ai gardé de la semaine dernière, ici, pas jaune, rose. Ce trait de support qui fait qu'on arrivait sur les points bas dans la zone des 5, eh bien, ça a plutôt bien fonctionné. Bon, vous me direz, ceux qui ont réussi à choper de 5,14 à 5,35, ils sont contents, mais ça fait ne serait-ce que toujours 20 centimes. En pourcentage, c'est vrai que ça fait beaucoup, mais voilà, il faudra surveiller les choses au Crédit Suisse. Voilà, c'est un truc à voir ces prochains temps, si éventuellement on pouvait commencer à reconstruire quelque chose d'encourageant. Vous voyez sur le graphe à l'instant, c'est le graphe de l'UBS, donc on a eu ces chiffres décevants et ces perspectives d'avenir décevantes. Aujourd'hui, on avait un support dans la zone des 14,85, 14,90. On l'a clairement cassé lors de la publication des résultats. Aujourd'hui, il va falloir qu'on réussisse à revenir au-dessus des 15 pour espérer quelque chose. Hein. Depuis quelques jours, depuis la deuxième partie de la semaine, on voit clairement qu'il y a un inversement de tendance sur le point bas de l'UBS. Là aussi, on voit sur les stochastiques ci-dessous qu'on est revenu sur le bas. Donc c'est plutôt positif, mais vraiment, on espère que les choses vont se décanter au niveau de l'UBS ces prochains temps. Julius Baer qui est en phase de remontée également. Alors comme je vous le disais, hein, l'autre jour quand ils ont publié les résultats, on a eu pas mal de commentaires négatifs, pas mal de downgrades. Il y a eu des upgrades aussi, visiblement de la part de la Deutsche Bank, sauf erreur. Et donc depuis, le titre est quand même bien remonté. C'est assez spectaculaire comme reversement de tendance. Mais là aussi, sauf erreur, on a vu quand même pas mal d'encouragement pour l'avenir de la part du management. Ce qui n'est pas tellement courant aujourd'hui puisque tout le monde a les jetons et tout le monde se demande à quel moment ça va finir par nous péter à la figure. Donc il y a un besoin d'être conforté, d'être rassuré du côté des titres bancaires, mais pas que des titres bancaires. Chez Holcim, le bénéfice s'est inscrit en hausse de plus de 38%, sauf erreur, à 1,16 milliard de francs suisses. Les choses vont plutôt pas mal, bons chiffres, mais surtout des perspectives très encourageantes du côté de chez Holcim. Alors comme vous le savez, Holcim, je suis extrêmement mauvais sur le sujet, mais toujours est-il qu'elle s'en sort pas trop mal pour l'instant. Moi j'ai jamais été bon, j'ai toujours perdu du fric sur cette boîte. Donc du coup le titre s'en sort plutôt pas mal, on va le voir tout de suite sur le graphique. Alors vous le voyez actuellement sur le graphique d'Holcim, on a bientôt une résistance qui va se pointer dans la zone des 46. Pour l'instant, on est venu se poser sur cette espèce de résistance, de support qu'on avait dans la zone, allez, on va dire des 40 francs suisses symboliquement, hein, comme je disais tout à l'heure, on aime bien les chiffres ronds. Et depuis, ça remonte gentiment avec des très bons chiffres qui ont été publiés. Donc on recasse en ce moment même la moyenne mobile des 50 jours, ce qui est plutôt encourageant pour Holcim. Prochain target, il faut aller chercher les 47-48 francs pour aller casser cette tendance-là. Mais là, je vous cache pas que ça va être un petit peu plus compliqué avec le mouvement qu'on vient de faire ces derniers temps sur Holcim, puisque finalement, depuis les plus bas jusqu'à aujourd'hui, on est déjà en hausse de 13%. Pour une boîte qui fait du béton, c'est relativement solide. Oui, je sais, elle était facile. Hier, résultat de Nestlé, croissance organique de plus de 8%, des chiffres nets à plus de 45 milliards et des brouettes. On va dire grosso modo plutôt satisfaisant, rien à dire de ce côté-là. C'est pas le truc le plus excitant qu'on ait vu en termes de publication, mais tout a l'air d'aller plutôt
pas mal chez Nestlé, mais surtout la bonne nouvelle au milieu de cette période d'inflation, c'est qu'ils ont visiblement très bien réussi à manager le côté inflationniste. Vous avez le chart sous vos yeux, alors vous voyez qu'effectivement, bien comme d'habitude, l'interprétation des résultats fait tout, puisque hier matin, hors bourse, le titre était en hausse, et puis finalement, on ouvre en baisse quand même. Donc voilà, pour l'instant, ce qu'il faut retenir, c'est Nestlé, c'est qu'on est toujours dans notre tendance haussière qu'on a déclenchée quasiment depuis le 17 juin, c'est plutôt une bonne nouvelle. On vient se reposer sur les bas de la tendance. Pour ceux qui croient qu'on va encore acheter du chocolat et continuer à manger régulièrement des céréales, eh bien on peut commencer à la racheter sur les 114. On peut imaginer qu'elle va relativement bien repartir en direction des 120 pour aller combler ce gap qu'on a laissé il y a quelques temps en arrière. Surtout si le marché global, dans sa globalité, continue à bien performer parce que la Fed a tout sous contrôle. Puisque l'on parle de chocolat, eh bien, on va parler de Lindt & Sprüngli. Alors, Lindt & Sprüngli a annoncé une meilleure rentabilité, des meilleurs chiffres, une lutte contre l'inflation qui fonctionne et un rachat d'actions. Donc, autant vous dire que dans ce genre de configuration, eh bien, on n'a pas d'autre choix. Donc, on laisse un gap à la hausse et pour l'instant, tout va très bien du côté de Lindt & Sprüngli. On est même en train d'essayer de casser la moyenne mobile de 200 jours. Alors, vous voyez qu'on a tenté le premier jour et on se redégonfle depuis. On va dire quelques prises de profit qui pourraient nous ramener jusqu'à au niveau des 104 000 avant de pouvoir repartir à la hausse. Mais très bon chiffre globalement de chez Lindt & Sprüngli. Sur le marché de la climatisation, on notera le bon semestre de Zehnder qui a étoffé ses recettes, on va dire, plutôt encourageant, avec des perspectives plutôt encourageantes, ce qui fait qu'on le voit très bien sur le graphique. Eh bien, le marché a donc salué ces bonnes nouvelles et le titre termine sa semaine dans une très belle semaine. Et puis surtout, on voit qu'on est quand même en train d'inverser la tendance. Il faudrait qu'à moyen terme, on puisse sortir de cette tendance de fond, hein. C'est pas encore fait, mais pour l'instant assez encourageant à surveiller si on arrivait à revenir en dessus des 67 francs suisses. Obseva, on n'en parle pas tout le temps, mais Obseva a fait une annonce catastrophique il y a quelques jours, moins 70%, ça vaut 37 centimes de francs suisses. Pas grand chose à dire sur le chart, hein. Quand ça vous fait des trous pareils, eh bien on va pas se poser d'autres questions. Il est clair que dans les mots et les déclarations du management, on s'entend plutôt à un target à 0. On parle quasiment de faillite. On parle de licenciements massifs. Ils ont des problèmes d'approbation avec un de leurs médicaments aux États-Unis. Enfin bref, c'est la catastrophe pour Obseva et en tout cas, ça se ressent très bien sur le titre. Je vais pas vous dire qu'il faut essayer de racheter la nouvelle parce que pour l'instant, ça reste extrêmement déprimant. Logitech baisse de tout. Partout, dans tous les sens, mauvais résultats, tout en dessous des attentes, prévisions révisées à la baisse, le management très prudent pour la suite, et pourtant, et vous le voyez, pourtant, le titre ne baisse pas. Donc on dit, allez, c'est le dicton du jour, quand un titre ne baisse pas, c'est qu'il monte. Globalement, c'est vrai que pour l'instant, on a Logitech qui est dans un sale état, on va dire, en termes de fondamentaux. Mais on a l'impression que le marché avait déjà discounté pas mal de choses. En tout cas, quand on voit la qualité des chiffres de Logitech pour que finalement on arrive à remonter, eh bien, on a presque envie de se dire que si tout d'un coup il y avait une accélération au-dessus de la moyenne des 50 jours, ce serait presque encourageant. Alors, il faut aussi dire que Logitech a également bénéficié de la performance stratosphérique de Mister Nasdaq et de tout ce qui est technologie, puisque c'est un peu notre tech en Suisse. Donc, quand on voit la perf du Nasdaq actuellement, eh bien, ça tire un peu tout ce qui est technologie de près ou de loin. Voilà ce qu'on pouvait dire aujourd'hui sur le marché suisse. Donc, grosse semaine de résultats. Grosso modo, c'est ni bon ni mauvais, bien au contraire. On a l'impression surtout que les marchés et que les investisseurs ont envie d'écouter les commentaires positifs. Ils veulent des commentaires positifs et ça se ressent un petit peu partout. Il va vraiment falloir que ces prochains temps, pour qu'on continue à vouloir croire à ce rebond dans lequel on a l'air d'être pour l'instant, en tout cas aux États-Unis, il va falloir qu'on croie, qu'on ait confiance en ces managements qui viennent nous faire des feedbacks sur la suite. Et donc, par rapport à ça, on pourra commencer à avancer un peu plus clairement, mais on a besoin d'être rassuré. Et je suis pas sûr qu'à l'heure actuelle, sur le moyen terme, les réassurances de Monsieur Powell suffisent à tirer l'ensemble des marchés mondiaux. Parce que ça se limite quand même dans le temps. Il ne faut pas oublier que la Fed sera en vacances au mois d'août et ne reviendra pas avant le 21 septembre pour une nouvelle hausse des taux qui aujourd'hui est estimée seulement
à 0,5%. Voilà, je vous remercie d'avoir été avec moi pour ce nouveau Swiss Bliss du vendredi 29 juillet. Je vous souhaite une excellente journée, un excellent week-end. Je vous retrouve vendredi prochain pour un nouveau Swiss Bliss, mais bien évidemment d'ici là, lundi prochain pour un nouveau Morning Bull Live qui cette fois sera en direct depuis Paris. Très bonne journée à tous et très bon week-end. Bye bye!